Bonjour Mirenchou. Bonjour Luc. Alors quoi de neuf? Bah, écoute, tout va bien malgré le confinement, voilà, tout va bien, tout avance bien. Donc toi, si j'ai bien compris, tu proposes, un blog sur l'apprentissage de l'espagnol, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Pour l'instant, mon blog, l'idée, c'est de mettre en place des ressources, accessibles à tous, gratuites, Mmh. pour que chacun puisse apprendre l'espagnol depuis chez soi et par espagnol, j'entends à la fois la langue espagnole, mais aussi tout ce qui est culture, hispanophone et puis curiosité du monde hispanique. D'accord. Parce que toi, à la base, tu es professeur, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis professeur agrégé d'espagnol. Mmh. J'enseigne en école d'ingénieur, moi, auprès d'étudiants donc qui sont déjà grands Mmh. et c'est ce que j'apprécie dans mon boulot. En fait, mon truc, c'est vraiment de travailler avec des adultes. Mmh. Et par contre, ce qui me manquait un petit peu et ce que j'avais envie d'explorer en créant mon blog, c'était l'aspect, débutant. Parce qu'en fait, moi, je travaille avec des élèves qui sont déjà confirmés, qui ont un niveau, avancé, voire, très avancé Mmh. et j'avais envie de revenir un petit peu aux bases et à aller explorer un peu ce challenge de comment on commence une langue, par quel bout on le prend et comment on fait pour pas que ce soit rébarbatif, répétitif, mais quand même avoir voilà, l'aspect ludique et à Mmh. la fois l'aspect débutant qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui intéresse à ce moment-là, tes élèves, à partir du moment où ils ont un beau niveau, ça veut dire qu'ils recherchent quelque chose en plus, quoi? Ils recherchent, à élever leur niveau, le côté culturel, Ouais, alors mes élèves, en fait, moi, mon blog, justement, il est venu combler quelque chose qui me manquait avec mes élèves en physique, si tu veux. Mes élèves d'accord. en physique, ils recherchent, alors eh ben, on peut toujours perfectionner, mais Mmh. j'ai des étudiants qui sont au moins de niveau B1, B2, voire Mmh. C1, donc c'est des étudiants qui sont déjà avancés dans leur Mmh. processus. Et moi, en tant qu'enseignante, j'avais envie aussi de retrouver cet aspect, bah, tiens, comment on s'y prend à la base de la langue pour faire apprendre l'espagnol à quelqu'un qui connaît rien du tout. Parce qu'en fait, Mmh. en ligne, tu trouves beaucoup de ressources pour des gens qui ont déjà un peu quelques bases, mais, Mmh. mais tu trouves peu de ressources pour j'ai rien du tout. Comment Mmh. je fais pour poser les bases et comment je fais, par quoi je m'y prends. Donc il y a l'aspect linguistique, tu vois, de par Mmh. quoi je commence en espagnol, par quel point de grammaire, mais il y a aussi l'aspect méthodologique. Mmh. Tiens, je me sens, je vais sur internet, je surfe et je trouve tout un tas de contenus. Comment concrètement je m'y prends pour faire la part des choses, pour me Mmh. fixer les bons objectifs? Et il y a toute cette partie méthodologique aussi qui m'intéresse, qui est vraiment intéressante avec les débutants, plus qu'avec les gens qui sont un peu confirmés, parce que quand tu es un peu confirmé, tu vois assez facilement si le contenu t'intéresse, si ce qui est dit dedans Mmh. est pertinent ou pas, et si ça va t'être utile ou pas. Et Mmh. moi, j'avais envie d'un petit challenge en me disant, tiens, comment on repart des bases avec les débutants. Et il y a autant l'aspect espagnol que Mmh. l'aspect méthodologique. Comment je fais pour apprendre une liste de mots, de verbes irréguliers, comment je fais pour que ce soit pas pénible en fait. J'avais envie d'insérer cette dimension, comment j'apprends la conjugaison espagnole sans que ça devienne hyper pénible et que je puisse pas, que je puisse pas continuer sur la durée. D'accord, ouais. Oui, donc là, et tu présentes, ça se présente comment? Ça se présente sur des cours, comme, en live comme on le fait là? Ou c'est des cours, que les gens auxquels les gens ont accès en c'est des vidéos? C'est comment ça se passe? Alors pour l'instant, j'ai pas, j'ai juste des articles du blog. Je prends une problématique. Alors ça peut être une Mmh. problématique de langue. Tiens, comment je différencie en espagnol, il y a deux verbes être, il y a ser et estar. Pour Mmh. le francophone, c'est une grosse difficulté. Bon voilà, je donne toutes les astuces pour différencier ces verbes-là. Ou alors ça peut être méthodologiquement, comment je fais pour apprendre une liste de vocabulaire. Alors je donne la liste de vocabulaire, mais le petit plus, c'est tiens, je te donne les différentes étapes Mmh. pour t'aider à apprendre et à ne pas lâcher au bout de 3 mots appris. Mmh. Donc pour l'instant, je propose des articles et quelques podcasts qui sont en général sur les D'accord. mêmes thématiques que des articles que j'ai déjà écrits. Et très prochainement, je prévois de proposer des vidéos. Mmh. Et puis dans quelques mois, peut-être lancer des formations.
j'attends de voir un petit peu ce qu'attendent les lecteurs du blog pour décider ce que je vais lancer comme formation. Oui, parce que là, est-ce que tu fais une évaluation préalable déjà en prérequis ou pas? Euh, Ou tu testes euh, quand même les élèves avant de savoir, pour connaître leur niveau, tout simplement, avant Ouais, alors de pour leur l'instant, concours? sur le blog, il n'y a pas d'évaluation puisque je pars vraiment de l'idée que tout le monde, du débutant ou un peu plus confirmé, puisse trouver quelque chose dans chacun des articles. Et, Mmh. mais après, oui, je pense que j'aurais bien envie de me lancer soit dans une formation pour débutant complet, c'est-à-dire tout, comment je débute en espagnol de A à Z, tu vois, en 3 mois, atteindre un niveau A1, A2, ou alors me lancer sur un aspect précis, tu vois, la conjugaison, comment j'apprends concrètement les conjugaisons espagnoles, ou comment D'accord. j'apprends les mots les plus importants d'espagnol. Donc, je n'ai pas encore déterminé ça. Pour l'instant, mon idée, c'est de m'adresser aux francophones en général qui souhaitent apprendre l'espagnol. J'ai pas plus ciblé que ça. En fait, un des atouts, je pense, que peut avoir mon blog aussi, c'est justement que je suis francophone à la base. Alors moi, j'habite au Pays Basque, donc je vis en transfrontalier, mais paradoxalement, j'ai découvert l'espagnol en quatrième en LV2. Donc Mmh. j'avais jamais parlé espagnol avant. Mmh. Et bon, en étant près de la frontière, c'est facile d'y aller, de progresser. Mmh. Mais néanmoins, quand je suis partie à la fac pour passer mes diplômes de prof d'espagnol, pour passer mes concours, je me suis retrouvée, de par la localisation, de par là où j'habite, avec beaucoup de personnes qui étaient bilingues, en fait, qui étaient des Espagnols et Mmh. qui allaient à la fac en France juste pour passer leur concours. Mmh. Et au début, je me disais, mais je vais jamais y arriver. Ils sont Ouais. tous natifs, forcément, ils parlent un meilleur espagnol que moi. Mmh. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, contrairement à ce que les gens pensent généralement, quand tu es francophone, c'est pas forcément mieux au départ d'apprendre avec un natif. Alors, je dis pas que les natifs ont pas d'atout, hein. Les Mmh. natifs, ils aident vraiment enfin, c'est eux qui vont te corriger le bon accent, le bon truc. Mmh. Mais je pense qu'un de mes atouts, paradoxalement, c'est d'être francophone parce que euh, je connais bien les fonctionnements des deux langues, si tu veux. Ouais. Au départ, étant pas native espagnole, Mmh. je maîtrise mieux le mode de pensée d'un francophone et je Mmh. vois plus vite les écueils auxquels ils vont se confronter. Et, Mmh. euh, et dans les offres qui fleurissent là, sur le net ces dernières années, on voit beaucoup de natifs se lancer dans l'enseignement en disant ben, super, je suis natif. Mais en fait, moi, je trouve pas ça si. Enfin, je trouve Ouais. ça bien quand tu es déjà un peu avancé, mais je trouve bien aussi d'avoir quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages et les mécanismes de la langue française et Mmh. tu vois, qui a vraiment une étude grammaticale et linguistique des deux langues. Mmh. Enfin, Oui, c'est parce tout qu'une à langue, fait. c'est ce qu'on une langue, c'est lié à un mode de pensée aussi, à un mode de raisonnement, quoi. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et à établir les bonnes connexions dans les deux langues, c'est c'est pas si facile que ça, en fait. Et donc voilà, et culturellement aussi, tu vois, ayant une culture française moi-même, Mmh. j'ai plus, je pense, de capacité à voir à mettre en relief les différences, en fait. D'accord. Et là, tu l'as commencé quand? Il y a ton blog? Mon blog, je l'ai commencé, c'est tout récent, je l'ai commencé au mois de juillet, en fait. Ah oui, donc c'est Voilà, vraiment le frais, temps de quoi. mettre en place tout ce qui est technique, etc. Après, je me tiens pour l'instant à une fréquence de 1 à 2 articles hebdomadaires. D'accord. Et voilà, je me suis lancé un petit défi d'expliquer les expressions idiomatiques parce Mmh. que enfin, je trouve ça super intéressant en fait de voir, ça met l'accent sur les différences entre les deux langues et justement sur les différentes façons de penser. Ouais. Donc voilà, une fois par semaine, je publie un contenu là-dessus qui explique en détail une expression idiomatique espagnole. Donc Mmh. ça permet à la fois de prendre les choses mot par mot et d'apprendre du vocabulaire. Et surtout, ça permet d'amener les lecteurs à parler plus proche d'un natif, tu vois, à sortir de la transcription. J'ai ma phrase en français, je la traduis littéralement en espagnol. Ouais. Euh, donc ça, c'est toutes les semaines. En général, c'est le vendredi.
Et généralement, je publie un contenu supplémentaire qui, lui, est plus axé sur ou de la grammaire, ou du vocabulaire, ou de la méthodologie. Et là, dans les semaines qui viennent, j'ai envie aussi d'introduire un peu plus d'aspects culturels. Tu vois, une recette de cuisine, une chanson, une habitude qui se pratique alors ou en Espagne ou en Amérique latine. Hein. Il ne faut pas oublier non plus le monde hispanophone. Finalement, il y a plus de locuteurs espagnols en Amérique latine qu'en Espagne. Et donc voilà, j'aime bien cette idée de présenter la diversité à la fois de la langue et de la culture hispanophone. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais tu vois, souvent on dit du côté européen, on a tendance à dire les latino-américains, ils sont comme ça. Oui, alors bon, il y a la partie cliché, mais il y a surtout que si tu prends un pays, ne serait-ce que par exemple l'Argentine, c'est 7 fois et demi la France, je crois. Donc c'est vraiment immense. Et au sein de l'Argentine, tu as une diversité culturelle, linguistique, déjà très marquée. Donc après, si tu prends ça à l'échelle du continent, je trouve ça énorme, le nombre de pistes et de pistes à aller explorer. Donc, oui, parce que l'Argentine, ils parlent espagnol, mais à la base, il y avait une migration italienne importante aussi. Donc tout ça, c'est oui. donc plus ceux qui étaient déjà sur place. Donc ça fait plusieurs mentalités en fait, plusieurs cultures qui ont adopté l'espagnol. Oui, c'est ça. Et puis après, la langue évolue. Donc avec le temps, elle évolue aussi en fonction des lieux où elle s'implante. Tu vois, l'espagnol argentin n'est pas vraiment le même que l'espagnol chilien. C'est un peu comme si tu comparais en fait le français de France et le français du Canada. On se comprend très Ah oui, bien. d'accord. Par À ce contre, point-là. l'accent est différent et puis il y a des mots qui changent, quoi, si tu veux, qu'on ne connaît pas d'un continent à l'autre. Donc il y a cette intercompréhension, mais à la fois, il y a une interculturalité qui est très intéressante, je trouve. Oui. Parce que est-ce que il peut y avoir des différences de sens importantes donc entre ces pays selon les mots Oui, et les formules, il peut y j'imagine. avoir des différences de sens importantes sur un même mot. Et surtout, ce que tu vas retrouver, c'est qu'un mot ne va pas se dire de la même manière à un endroit qu'à un autre. Par Ah, exemple, tu vois, carrément. si je prends la voiture, en espagnol, on va dire el coche, et en Argentine, ce sera el carro. D'accord. Et ces différences-là ne sont pas forcément que sur du vocabulaire. Si je reprends toujours l'exemple de l'Argentine, en espagnol, pour dire toi, tu vas dire tout. Et en Argentine, ils vont utiliser le boss, qui n'existe pas du tout en Espagne, mais qui n'existe pas non plus, par exemple, en Colombie, où D'accord. là, on emploie le tutoiement. Donc, il y a toute une mosaïque qui se met en place, mais aucun pays n'est identique à l'autre. D'accord. Voilà. Et donc, c'est toutes ces petites curiosités aussi que j'ai envie d'aller explorer, mais de manière ludique. Tu vois, j'ai pas du tout envie de faire une leçon alors de linguistique. Voilà, tel truc est équivalent. Le tout, c'est tout en Espagne, en Colombie, mais ça va être boss en Argentine et en Uruguay. J'ai envie de la mener plus de manière un peu pratique et ludique. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas non plus gérer toutes les particularités. Tu peux faire un article pour en parler, quoi, dire que voilà, il faut s'attendre à des différences. Mais toi, après, tu peux pas non plus dans tes cours intégrer toutes les particularités par pays, quoi. Ouais, sauf si tu fais un cours spécifique. Mais en fait, je pense que c'est utile de le savoir, mais après, c'est pas vraiment utile de connaître toutes les différences d'un pays à l'autre. Sauf vraiment dans des cas précis où tu souhaites t'expatrier dans tel ou tel pays. Là, oui, évidemment, tu vas chercher à apprendre plus la langue locale. Mais étant donné que tu te comprends, enfin, un Argentin va bien comprendre un Mexicain va bien comprendre un Espagnol. Il faut pas, enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement puriste et voilà, il faut accepter, c'est juste avoir conscience de cette différence et de cette richesse en fait. Oui, puis tu dois avoir aussi, j'imagine, quelques petites différences dans les accents, un peu. De toute façon, comme quand tu vas aux États-Unis, l'accent de New York n'est pas du tout le même que celui de Los Angeles
ou de Miami, quoi, hein, c'est complètement Ouais, différent. ouais, c'est ça. Bah, même en France, hein, je pense que Oui, 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 ouais, en France aussi, ton accent et le mien, c'est déjà très différent. oui, Mais pareil, on me l'a dit déjà, à travers mes podcasts, on m'a dit, qu'on décelait l'accent du sud. ouais, mais moi aussi, j'ai l'accent du sud aussi et je pense pas tout Oui, à fait du même sud. Mais ouais, moi, je vois ça comme une richesse. Tu vois, oui, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Et là, et donc, ton public, donc qui vient sur le blog, et il correspond c'est quoi? C'est des gens de tout âge? C'est ouais, plutôt oui? c'est des gens de tous âges. Après, j'ai de ceux qui me font des retours, j'ai pas mal de Français qui veulent aller passer leur retraite en Espagne ou s'expatrier en Espagne ou juste apprendre l'espagnol comme ça pour le fun, en fait, pour leur propre culture. J'ai pas mal aussi d'Africains francophones, D'accord. Marocains, Sénégalais, etc., Mmh. qui ont découvert le. Après, je pense que ça dépend aussi des forums Facebook où je suis Ouais, présente, etc. Et voilà, qui ont envie de progresser en espagnol. Mais c'est tous des gens qui généralement débutent ou sont au départ. Et après, par mon challenge expression idiomatique, là, j'ai aussi pas mal de gens qui parlent déjà espagnol et qui veulent juste perfectionner leur culture, en fait. Il y a les d'accord. deux aspects. Il y a l'aspect langue et il y a l'aspect culture. Tu vois, c'est rigolo d'aller voir une expression idiomatique. Tu Mmh. sais pas forcément d'où elle vient, même si tu es parfaitement hispanophone. Donc, Oui, je pense pas avoir de gens qui parlent parfaitement espagnol, mais voilà, il y a des gens qui viennent sur le blog plus pour l'aspect linguistique et mmh, d'autres plus pour l'aspect culturel. d'accord. Et Ouais. là, donc tu communiques, tu viens de le dire, donc sur des groupes, dans ta thématique, et donc tu as une page Facebook aussi? Oui, j'ai voilà, Un j'ai la groupe page Facebook du blog qui mmh, pour l'instant, j'alimente, genre en fait j'y mets, tous les articles que je publie. C'est un bon endroit pour centraliser en fait chaque fois qu'il y a un nouvel article, mmh, bon, je le publie dessus. Et là, je commence à avoir un peu plus, bon, tu vois, le blog est récent, donc là j'ai un peu, je pense que je dois être autour des 120 abonnés à la page Facebook. mmh, C'est pas énorme, mais tu vois, ça progresse bien. Au début, mmh, c'est un peu exponentiel comme système. Et ouais, là, je me dis que c'est peut-être le moment de passer à mettre. J'ai envie de lancer, alors je sais pas si en décembre sur un espèce de calendrier de l'Avent ou plutôt en janvier, tu vois, un défi en janvier avec une publication par jour très courte et mmh, pour travailler plus sur une curiosité de la langue, mais vraiment super court. Ça pourrait être tu vois, j'ai pas encore fini de concevoir le truc, mais je me dis, ça pourrait être le lundi, un mot différent dans un pays et dans l'autre, le mardi, des faux amis, le mmh, mercredi, un peu de grammaire, le jeudi, la partie culture et le vendredi, autre chose. Et mmh. donc, je suis en train de préparer ça, de me dire, voyons si je me lance dans un défi sur un mois, puis une publie par jour pour créer une vraie communauté, tu vois, qui a un plus Mmh. sur Facebook. Et Et tu après, envisages de créer un groupe aussi, ou tu l'as déjà? un groupe Facebook. Oui, pour ta Euh, communauté. Tu attends d'avoir un peu plus de personnes sur ce alors, j'ai déjà ma page Facebook où j'ai des abonnés dessus, tu vois, mmh, et j'essaie de. Ouais, je pense qu'après, c'est en m'y impliquant plus que par la publication mmh. d'un article ou deux par semaine que je vais créer une vraie communauté là, une vraie communauté sur ce réseau social. Oui, ça, il faut un peu de Et temps, pour, ouais, parce que là, c'est vrai que la gestion de groupe Facebook, ça prend du temps aussi, c'est assez chronophage, et tout à fait. ça demande un certain investissement. Donc ça, plus le blog, ouais, faut Mm. pouvoir gérer, quoi. Oui, oui, voilà. Et après, l'autre projet pour, j'espère ce mois-ci, c'est mettre en place une chaîne YouTube parce que je pense Oui, que ça crée enfin, je sais pas, toi, j'ai vu que tu as déjà du coup ta chaîne YouTube, mais je pense que ça peut créer plus de proximité avec les gens de la communauté du blog, quoi, si tu veux. Je pense que le fait de voir, enfin, d'apparaître, c'est de ça, ouais. montrer son visage tout de suite, je pense que ça donne plus envie à certains aussi. Voilà, c'est un autre canal et j'ai bien envie de me lancer là-dedans, même si j'ai un peu d'appréhension aussi, Eh oui, mais oui.
Ouais, en fait, c'est vrai que c'est c'est euh, c'est c'est ce qu'on disait dans les autres interviews, c'est-à-dire que la chaîne, c'est aussi une manière de faire du personal branding, c'est-à-dire de se présenter. Les gens ont besoin de voir qui tu es, comment tu t'exprimes, etc. Et petit à petit faire découvrir ton univers, quoi. C'est un Ouais. peu ça l'idée. Alors moi, moi je l'ai lancé en faisant pendant le premier confinement une vidéo par jour, mais comme ça vraiment non préparée en extérieur, comme ça vite fait. Mais bon, là c'était volontaire quoi cette démarche. Hein. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, bon, je passe sur un format d'interview, et puis après, bon, je ferai peut-être une vidéo par mois ou une par semaine, je verrai, mais quelque chose de plus construit. Ouais. Mais effectivement, au départ, il faut, c'est ce que la formation, tu la commences en juillet, hein, c'est ça? Ouais, tout à Et fait. voilà, donc oui, c'est donc ça fait partie de l'écosystème. Hein, tu as les anciens blogueurs qui disent que leur blog a vraiment commencé à décoller quand ils ont lancé la chaîne. Quoi. D'accord. Ouais. Donc il y a un Ouais. lien direct entre. En fait, c'est vraiment un écosystème, hein, comme dit Olivier dans la formation. Hein, c'est vraiment. Alors il y en a, ça sera le blog, la chaîne et Instagram par exemple. D'autres, ça sera Facebook. Toi, ça dépend après du thème et du public que l'on cible. Quoi. Ouais. Il y en a, Ouais, ça ouais. sera Twitter ou LinkedIn, tu vois, ça dépendra. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, LinkedIn aussi, je pense qu'il y a moyen d'aller creuser un petit peu. Moi, tu vois, au début, je ne le voyais pas comme un atout. Et finalement, les retours que j'ai d'autres blogueurs de langue ou d'autres enseignants me disent que ouais, c'est un atout et c'est un bon moyen de communication aussi. Ouais. Oui, oui, c'est plus. Alors c'est vrai que c'est plus orienté entreprise, mais aujourd'hui, j'allais dire oui et non, parce que LinkedIn, tu as beaucoup d'indépendants aussi hein, qui ont un compte. Hein, c'est pas seulement la PME ou la grosse entreprise. Hein, donc, tu as beaucoup d'infopreneurs, beaucoup d'entrepreneurs et qui peut-être ont envie d'apprendre l'espagnol parce qu'ils ont envie de travailler avec des pays d'Amérique du Sud ou l'Espagne, hein, tout simplement. Hein, Ouais, donc, après, voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme tu l'as si bien dit au début, tu navigues un peu à vue, quoi. ouais, 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 c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut s'adapter aussi à la demande. Enfin, moi, j'apprécie parce que je suis à l'étape où je commence vraiment à avoir des commentaires, un vrai retour sur mon contenu, pas juste le commentaire super article, merci, Ouais. ou rien du tout. Et en me disant, tiens, est-ce que tu pourrais proposer ça? Et c'est vraiment aussi cette interaction dont j'avais envie quand j'ai créé le blog, tu vois, avoir une espèce de communauté et dire aux gens, ben voilà, moi j'ai envie de vous mettre à disposition mon temps pour vous créer des contenus. Dites-moi ce dont vous avez envie. Mm. Euh, donc, ouais, c'est ça. Et puis, j'ai bien envie aussi d'aller explorer un peu plus tard toute la partie interactive, c'est-à-dire exercice interactif, Mm. vraiment gamification. Pourquoi pas des escape games un peu en espagnol pour apprendre à progresser avec des outils numériques, tu vois, Mm. type Genially ou et ouais, c'est quelque chose que j'explore pas mal sur mon boulot en présentiel, mais je vais jamais au bout puisque justement je suis en présentiel. Ouais. Donc je me sers de ces outils numériques pour faire des évaluations formatives ou des évaluations sommatives, d'ailleurs, peu importe, Mm. pour apprendre. Mais il y a le présentiel, enfin, sauf pendant le confinement, qui est important et ça me plaît beaucoup. Mais Mm. j'avais envie d'aller explorer ces outils jusqu'au bout et voir comment on peut mettre en place quelque chose tout à distance, tu vois, et qui soit à la fois ludique, impliquant, informatif et formatif. Donc, Mm. ouais, voilà, j'aime bien ce défi-là aussi. Et oui, parce qu'en ligne, tu peux. Enfin, moi, je vois, j'ai des cours, c'est avec des quiz même, tu vois, des quiz, Ouais, des tests, hein, et puis après un test final, tu vois. Donc, après, tu peux faire plein de choses en ligne. Après, bon, voilà, il faut trouver le bon outil et qu'il soit surtout facile à utiliser, quoi. Qu'il soit très simple à utiliser, ouais, parce que sinon, ça demande beaucoup de travail quand même. Hein.
et là, je pense que déjà, entre la formation et tout ce qu'il y a à apprendre, Ouais, oui, c'est ça. euh, ouais. Oui, donc là, Après, pour le moment, tu es dans la phase où tu attends d'avoir un peu de recul pour voir comment tes stagiaires se positionnent et qu'est-ce qu'ils attendent vraiment dans le ouais, cours, c'est quoi. ça. Et si tu veux, là, je suis plus dans la mise en place des outils. Là, le podcast, ça y est, c'est fait. Maintenant, Mm. j'ai envie de mettre en place tout l'écosystème, comme tu disais tout à l'heure, Mhm. pour voir déjà ce qui fonctionne le mieux et puis arriver à un petit peu déterminer le profil des gens qui viennent sur les différents médias Mhm. et, euh, et voir après ce que j'ai envie de faire et comment. J'ai envie de faire de la formation, ça c'est sûr, mais après, ce que j'ai envie de proposer, ça reste à déterminer en fonction en fonction de ce dont les gens auront envie. Mhm. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, 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 parce qu'après, bah, tu verras, autant peut-être tu seras amené alors, du coaching en langue, je sais pas, mais plutôt de l'accompagnement ou du webinaire, des choses comme ça aussi, ça peut être aussi pas mal, quoi. Après, moi, pour l'instant, j'ai déjà mon boulot à temps plein de prof d'espagnol. Mhm. Donc, je ne me dirige pas vraiment vers du coaching en direct parce au Oui, niveau ça, voilà, ouais. c'est super chronophage. C'est très intéressant, mais c'est un aspect que moi, j'ai déjà avec mes étudiants. Donc, Mhm. je cherche plutôt à compléter, tu vois, Mhm. à apprendre de nouvelles choses et de nouvelles façons de fonctionner, d'enseigner, etc. Mhm. Donc, Oui, parce voilà. que, mais là, tu travailles quoi, en établissement public ou privé? Oui, moi je travaille dans une école d'ingénieurs qui Mhm. dépend d'une université en fait. Donc D'accord. c'est une école d'ingénieurs publique. Mhm. Voilà. Oui, Pardon. donc c'est des gens qui sont amenés à bouger, voire à partir en expatriation aussi. Voilà, c'est une école d'ingénieurs, oui. Donc c'est des ingénieurs dans le BTP qui Mhm. ont donc sur les 5 années d'études, ils ont 2 mobilités obligatoires, dont une minimum dans le monde hispanophone. Donc ça, c'est le premier aspect, donc souvent l'Amérique latine. Et on est une école, donc on est au Pays Basque et on travaille beaucoup en transfrontalier. On a pas mal de projets avec des écoles espagnoles, etc., qui pour nous sont à une demi-heure ou 1 heure de route. Mhm. Euh, donc c'est pour ça que l'espagnol a cette importance-là dans cette école. Et c'est une des rares écoles d'ingénieurs en France où on a les 2 langues obligatoires, c'est anglais et espagnol. Tu n'as pas le choix et tu es obligé d'avoir les deux tout au long du cursus en fait. Et tu dois sortir avec un niveau B2 dans les 2 langues minimum. Donc voilà, c'est hyper intéressant et ça leur fait une motivation aux étudiants. De plus, quand tu sais que tu vas partir sur ta scolarité 6 mois en mobilité au Chili ou en Argentine, ça te motive pour progresser dans la langue Ouais, ouais. et pour progresser. Et donc, on leur demande ça pour 2 choses, puisque nous, on est donc près de la frontière espagnole. Donc, c'était logique de faire de l'espagnol une des spécificités de l'école. Mais c'est aussi parce que dans le monde du BTP, il y a beaucoup de demandes, notamment en Amérique latine, d'accueillir des ingénieurs européens pour Mhm. construire, voilà, pour aller construire des choses là-bas. Il y a pas mal de budget et de demandes en Amérique latine actuellement là-dessus. D'accord. Et quand tu parles souvent de niveau européen, C1, C2, B1, B2, etc. Ça veut Ouais, dire que ça, c'est, j'imagine, en cours, donc t'as des évaluations, des grilles d'évaluation qui permettent de déterminer le niveau. Et c'est c'est ça. quelque chose que tu reprendras dans tes cours en ligne ou pour faire passer le TOEIC, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ouais, alors en espagnol, ouais, l'équivalent du TOEIC, c'est le délai. Et Mhm. je pourrais éventuellement proposer des formations au délai. Oui, de toute façon, en tant que professeur de langue, tu l'as toujours en tête, ça. Tu vois, sur chacune des compétences, donc en langue, il y a 5 compétences. Enfin, il y a la compréhension écrite et orale, Mhm. l'expression écrite et orale, et ensuite, il y a la médiation et l'expression en interaction. C'est pas Mhm. pareil de t'exprimer longuement tout seul quand tu vas faire par exemple une présentation à des clients ou si tu veux t'es maître de ce que tu dis d'un bout à l'autre et en plus en général tu as eu un temps de préparation en amont. C'est pas du tout le même exercice que de faire ce qu'on fait là tous les deux, c'est-à-dire un dialogue. Tu sais Mhm. pas trop où va t'amener l'autre, Mhm. voilà, question, réponse. Donc c'est toujours de l'expression orale, mais c'est 2 compétences différentes. Et donc toutes ces compétences, elles sont
elles sont régies par 6 niveaux, donc du A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. En Mmh. gros, le niveau A, c'est débutant total, le niveau B, c'est intermédiaire, et le niveau C, c'est supérieur avancé. Et donc oui, en tant qu'enseignant, tu cibles à chaque fois un niveau ou un groupe de niveaux. Mmh. Et oui, une des choses que je pourrais proposer, c'est comment passer de rien au A1, A2 ou alors un cours spécifique de vocabulaire pour des gens ayant au moins le niveau B2. Mmh. Ouais. Oui, parce que j'imagine que, bon, sauf ceux qui le font par démarche personnelle, voilà, presque comme une activité de loisir entre guillemets, mais sinon ceux qui le font pour savoir s'ils ont progressé parce qu'ils vont aller travailler dans des pays qui parlent l'espagnol, ils vont vouloir avoir une évaluation, j'imagine, ils vont vouloir connaître un peu leur niveau, quoi. Oui, bien sûr. Et même quand tu le fais à titre personnel, tu n'as Mmh. pas forcément envie de savoir si tu es B1 ou B2 parce que ça ne te parle pas. Mmh. Mais par contre, je pense que c'est très instructif pour l'étudiant quel qu'il soit de se dire, ben, tiens, cette compétence-là, je l'ai, Mmh. et cette compétence-là, ben, elle reste à acquérir et je suis en cours d'acquisition. Et donc, peu importe finalement que tu saches que ça correspond à un B2 ou à un B1 ou à un C1, mais je pense que chacun a envie de se situer et que c'est intéressant de savoir d'où tu es parti, ce Ouais, que c'est tu sais ça, ouais. faire à l'instant T et vers où tu veux aller. Est-ce que toi, ça te suffit de savoir dialoguer avec, enfin voilà, tu es en vacances, de savoir te faire comprendre et Mmh. comprendre complètement les autres, ou est-ce que tu as envie d'aller plus loin, d'explorer les nuances de la langue, d'aller vraiment affiner avec tout ce qui est idiomatique, tout ce qui est diversité du vocabulaire, nuances aussi, tous les aspects comme l'humour, l'ironie. Mmh. Voilà, je pense qu'il faut adapter à chacun. En fait, Mmh. souvent, les gens, quand ils commencent leur apprentissage, ils n'ont pas vraiment conscience de ça. Tu leur dis, mais qu'est-ce que tu veux arriver à quoi? Alors, soit on te dit, ben, parler espagnol, soit être bilingue. Et pour moi, aucun de ces objectifs n'est un vrai objectif. C'est ça, Euh, ouais. je leur dis, mais tu veux arriver à quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que tu as envie de parler espagnol pour ton travail, juste à l'écrit? Est-ce Mmh. que tu as envie de savoir d'avoir juste l'oral pour partir en voyage? Est-ce que Mmh. tu as envie de combiner les deux? Enfin bon, voilà. Donc Mmh. déjà, la première étape, c'est de bien déterminer ce que tu veux apprendre toi, tu vois. Et après, Mmh. une fois que tu sais ça, c'est à l'enseignant de te dire si tu es B1, B2 et ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais, Tout à fait. Ouais, moi, c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était en anglais, mais j'avais suivi des cours en ligne. Alors, la méthode, c'était un professeur avec un accent différent qui t'appelait à chaque fois ouais. au téléphone. D'accord. Et c'était des discussions d'une demi-heure. Et là, par contre, il parlait jamais français, hein. C'était donc soit c'était un anglais ou un indien ou un américain ou tu vois, et donc à chaque fois c'était de l'anglais avec des accents différents et au téléphone, comme Ok, tu vois. ouais, ça peut être compliqué quand même. Il faut avoir déjà un bon niveau à Euh, la base. Oui, oui, à la base, enfin, j'avais des bases, quoi. Mais bon, après, au téléphone, une demi-heure, c'est long, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est long. Donc, en fait, j'envoyais le sujet avant. Il me disait, tu veux parler de quoi? Bon, moi, comme j'étais dans l'aérien, j'envoyais un texte sur, je sais pas, moi, le développement des compagnies aériennes en Asie, par exemple. Le Ouais. prof devait préparer enfin, il lisait le sujet, puis après, il me posait des questions et on parlait de ça pendant une demi-heure. Ok. Mais franchement, c'était, les 3, 4, 5 premières leçons, c'était parce qu'au téléphone, c'est pas toujours évident, mais après, franchement, c'était assez efficace, quoi. Parce que j'avais atteint, je crois, le C2, niveau C2, ouais. Ouais, ouais, bah, C2, c'est le maximum. Donc, ouais, tu dois bien être. C'était vraiment, parce que là, tu étais en situation au téléphone, quoi. Donc, puis ils parlaient pas du tout français, hein, donc fallait vraiment, Ouais. alors ça te faisait travailler l'écoute, et puis toi, après la prononciation et la compréhension, quoi. C'était pas mal aussi, j'ai trouvé. Ouais, ouais. De toute façon, l'idéal très vite, c'est de passer au maximum possible dans la langue cible, en fait, dans la Mmh. langue que tu souhaites apprendre. Voilà. Mais oui, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect francophone, etc.,
ça ne m'empêche pas d'être à fond pour parler exclusivement espagnol ou ou à partir du niveau B, ne parler qu'en espagnol, en répétant, en expliquant, en adaptant le rythme. Mais l'idée du français, elle était plutôt sur la conception mentale, en fait, sur comment tu fonctionnes dans ta langue et comment tu vas vers l'autre langue. Et après, sur les niveaux débutants, moi, j'ai du mal à croire au fait qu'on puisse parler espagnol et uniquement espagnol dès le départ, tu vois, sans passer par ta langue source, par le français en l'occurrence. Quand tu débutes complètement, à moins d'aller t'immerger dans le pays et vraiment tu passes de mauvais moments pendant 3 semaines et puis après tu commences à comprendre des choses. Mais sinon, pour les gens qui ont envie de le prendre cool, tranquille, je pense que ça facilite quand même les choses de passer par la langue que tu parles à la base. En fait. Ça facilite et ça accélère. Mais très vite, par contre, je pense qu'il faut basculer sur que de l'espagnol. Sinon, tu tombes ou que de la langue étrangère. Sinon, tu tombes forcément dans la facilité tu te pousses pas à aller chercher le synonyme. Enfin, moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est tu sais pas le dire, ben explique-moi. C'est pas grave, ça prend plus de temps, mais explique et fais des gestes. Fais-toi comprendre comme si tu étais en Espagne ou en Amérique latine et que tu n'avais rien d'autre que toi-même et tu vas y arriver. Et comme ça, on progresse aussi. Bon, après, forcément, on leur donne le bon mot, mais tu progresses en passant que par l'espagnol, tu progresses beaucoup plus vite. Et oui, parce que de toute façon, puis même après, une fois qu'on a les bases, quoi, quand si on pratique plus, bon, on peut donc perdre forcément la pratique. Mais quand on y retourne, parce que moi, pareil, l'espagnol, j'ai parlé aussi espagnol, mais quand j'y vais, au bout d'une semaine, je reparle espagnol. En fait, je sais pas comment, mais je reparle espagnol. Et, Ouais, c'est ça revient. il faut au moins voilà une semaine, bonne semaine, mais en fréquentant que des Espagnols, quoi. Voilà. Tu vois, donc, et ça revient là, et au bout d'une semaine, je sais pas d'où ça sort, mais je me remets à. Mais en fait, tu sais, tu utilises ce que disent les autres, quoi. En fait, ça te revient, quoi, petit à petit. Oui, c'est ça. Mais il faut une base, effectivement. Ouais. Oui, bien sûr. Mais et après, il y a la méthodologie aussi qui est importante. Enfin, moi, c'est vraiment une de mes. Dans le métier d'enseignement, il y a la langue espagnole, mais il y a aussi tout ce qui est pédagogie, didactique, comment apprendre, tu vois, comment faire pour que ton apprentissage, ce soit pas la corvée pénible à faire tous les jours parce que tu veux progresser, mais plutôt que tu te sentes impliqué, que tu aies envie de le faire. Et non, ouais, j'aime beaucoup réfléchir là-dessus et aller explorer un peu les différentes techniques qui existent, les différentes technologies aussi. Et voilà, un autre objectif du blog, c'est aider chacun à faire le tri et à trouver, en plus de la langue, enfin espagnol, la méthode d'apprentissage qui lui conviendra à lui et qui conviendra pas forcément à son voisin, tu vois. Oui, parce qu'en cours, bon, une langue, en général, on utilise une méthode pédagogique qui est plutôt active parce on fait participer, on pose des questions. Et du coup, là, quand tu fais des cours en ligne, alors c'est interactif et c'est expositif parce que bon, c'est pas devant le stagiaire, mais tu peux le rendre interactif avec justement Tout à fait. des De toute façon, je défis, pense que tests, quoi. sans interaction, l'apprentissage se fixe pas. Enfin, moi, je pense tu peux pas apprendre vraiment une langue en faisant que lire un livre et faire des exercices. Ça n'est pas même interactif. Je pense qu'il faut vraiment la manipuler, jouer avec et voilà, répéter, mais sans que ce soit pénible. Donc, ouais, c'est tout un défi. Et là, donc, tu disais, tu as donc tu as déjà fait ton bonus et un document qu'on peut Oui, oui. Donc, mon bonus, télécharger. c'est tous les outils pour démarrer ou redémarrer l'espagnol, en fait. C'est comme une boîte à outils qui dit, ben, voilà, ça t'explique, tu pars de zéro ou tu pars d'un niveau un petit peu. Qu'est-ce que tu dois mettre en place avant de te lancer dans l'apprentissage de l'espagnol? C'est pas du tout du contenu espagnol, c'est tout ce qui est méthode et comment t'y prendre en fait. Comment t'y prendre pour pas en avoir marre au bout d'une semaine où tu te seras lancé dans l'espagnol. Donc tout ce qui est technique d'apprentissage et aussi comment se fixer des objectifs,
comment se concentrer sur les bons aspects et voilà. Et aussi, il y a une partie sur le pourquoi, les bonnes raisons d'apprendre l'espagnol en fait. Qu'est-ce qui peut C'est te ça. motiver à te mettre? Oui, mais à un moment donné, c'est ça, il faut se donner un objectif, se dire, bon, voilà, je me donne, d'ici 3 mois, je veux intégrer tant de vocabulaire, parce que sans objectif, voilà, on sait pas où on va, et puis on peut perdre en motivation aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense que plus ton objectif est précis et ancré, mieux Mm. c'est. Si, Mm. si ton objectif c'est juste parler espagnol pour voyager, mais que Mm. tu sais ni à quel point, ni comment, ni enfin, ni quand, Mm. c'est compliqué en fait. Plus Mm. tu définis l'objectif, mieux c'est. Et donc, pour le télécharger, j'imagine que tu as un formulaire dans lequel il faut juste mettre son prénom, son email, et C'est cliquer sur ça, le bouton recevoir, quoi. c'est ça, tout à Et fait. on le reçoit dans sa boîte mail directement. Ouais, sur sa boîte mail et ouais, voilà, tu reçois le lien sur ta boîte mail. D'accord. Et quand on fait ça, donc est-ce on est abonné automatiquement à ton blog ou il faut faire autre chose pour s'abonner à ton blog? Non, tu es abonné automatiquement au blog. Alors après, pour l'instant, moi, j'ai pas encore mis en place de newsletter ou Mmh. de. Donc, pour l'instant, les gens qui sont abonnés, ils sont juste abonnés, Mmh. mais ils reçoivent pas, pas trop de mes nouvelles. Donc Ils voilà, reçoivent j'imagine que que les c'est une nouveaux prochaine articles, quoi. étape de la formation, je sais pas. J'attends que ça Ils arrive. reçoivent les nouveaux articles que tu publies, Ouais, c'est tout, hein. j'imagine, ouais. Mmh. Donc, OK, bah, écoute, est-ce que tu vois autre chose pour, à nous dire sur ton blog, pour conclure, Bah non, écoute, je pense que on a fait à peu près le tour. La meilleure chose que j'ai à dire, c'est aller voir. C'est oui, tout le à fait. blog d'espagnol.com. Allez jeter un œil et voilà. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses à modifier. Je suis preneuse aussi. Bah, de toute façon, je mettrai le lien de ton blog, de ta page Facebook, sous la vidéo et quand tu auras fait ta chaîne, eh ben, tu me diras, je rajouterai le lien. Ok, ça marche. D'accord? Merci beaucoup. Ouais, ouais, merci beaucoup, Luc. Ben écoute, Mirenchou, bonne journée à toi, bonne continuation et hasta Merci. luego. Merci. À très bientôt. Hasta luego. Allez, au revoir. Au revoir.